Mon père m'a laissé seul à l'aéroport pendant ses vacances de luxe. La police l'a retrouvé quand j'ai parlé. Je n'oublierai jamais ce jour de juillet où ma vie a basculé. J'avais 14 ans et je pensais sincèrement que mon père m'aimait. Mais ce matin-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai compris à quel point je m'étais trompé sur lui, sur nous, sur tout. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous parle de mon père. Vincent Marchand, 42 ans, directeur commercial dans une grande entreprise de luxe, toujours tiré à 4 épingles, toujours au téléphone, toujours en train de parler d'affaires et de chiffres. Ma mère était partie quand j'avais 7 ans. Elle en avait eu assez de ses absences, de son égoïsme, de cette façon qu'il avait de toujours passer en premier. Je vivais avec lui une semaine sur deux et honnêtement, ces semaines étaient souvent solitaires. Il rentrait tard, repartait tôt et nos conversations se résumaient à « Comment ça va à l'école ?» suivi d'un grognement distrait quand je répondais. Mais cet été-là, il m'avait promis quelque chose de différent. Des vacances, ensemble, juste lui et moi. On va rattraper le temps perdu, Lucas, m'avait-il dit avec ce sourire charmeur qu'il utilisait avec ses clients. 2 semaines aux Maldives, dans un resort 5 étoiles. Plongée, plage, tout ce que tu veux. J'étais tellement excité. Pendant des semaines, j'avais compté les jours. J'avais même acheté un nouveau maillot de bain avec l'argent que ma grand-mère m'avait donné pour mon anniversaire. Le matin du départ, je m'étais levé à 4 heures, trop nerveux pour dormir. J'avais vérifié ma valise 3 fois, m'assurant d'avoir mon passeport, mes affaires de plongée, tout. Mon père était arrivé pour me chercher vers 5 heures. Il semblait bizarre, agité, mais je me suis dit que c'était le stress du voyage. Dans la voiture, il était au téléphone, comme toujours. Je l'entendais parler de changements de plan et de situations délicates, mais je n'y prêtais pas vraiment attention. J'étais trop occupé à imaginer les poissons tropicaux que j'allais voir. Nous sommes arrivés à l'aéroport vers 6h30. Le terminal était déjà bondé, rempli de familles excitées partant en vacances. Mon père m'a fait signe de le suivre jusqu'au comptoir d'enregistrement. C'est là que j'ai remarqué qu'il n'avait qu'un seul bagage. « Papa, où est ta grosse valise ?» lui ai-je demandé. Il a fait un geste vague de la main. Je voyage léger cette fois. Nous nous sommes mis dans la queue. Mon père regardait constamment son téléphone, puis sa montre, puis de nouveau son téléphone. Il transpirait, ce qui était étrange parce qu'il faisait plutôt frais dans le terminal. « Papa, ça va ?» Il a hoché la tête sans me regarder. « Oui, tout va bien. » Quand notre tour est arrivé, il a sorti nos passeports et les a tendus à l'hôtesse. Elle les a scannés, a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a froncé les sourcils. « Monsieur Marchand, je vois ici qu'il n'y a qu'une seule réservation confirmée pour ce vol. Un adulte. » Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Non, il doit y avoir une erreur. On part ensemble. L'hôtesse a vérifié de nouveau. Je suis désolé, mais il n'y a qu'un seul billet enregistré dans le système. Je me suis tourné vers mon père, attendant qu'il corrige cette terrible erreur. Mais son visage me disait tout. Il ne me regardait pas. Il fixait le sol, la mâchoire serrée. « Papa ?» Ma voix tremblait déjà. Il a pris une grande inspiration, puis m'a finalement regardé. « Lucas, écoute. » Il y a eu un changement de plan, une opportunité professionnelle incroyable s'est présentée, et je dois y aller seul. C'est compliqué à expliquer, mais nos vacances, je sentais les larmes monter, et je les détestais. Je ne voulais pas pleurer devant tous ces gens. Tu m'avais promis. Je sais et je suis désolé. Mais tu comprends, parfois dans la vie, il faut faire des choix difficiles. Tu peux rentrer chez ta mère. Je lui ai déjà envoyé un message. Maman est en Espagne avec David pour 2 semaines. Tu le sais très bien. Ma voix montait maintenant, et je m'en fichais. Comment je suis censé rentrer? Mon père a sorti son portefeuille et m'a tendu quelques billets. Prends un taxi, ou va chez ta grand-mère. Tu es assez grand maintenant. Il a récupéré son passeport des mains de l'hôtesse qui nous regardait clairement mal à l'aise. Je dois y aller, je vais rater mon vol. Papa, s'il te plaît. J'ai attrapé sa manche, mais il s'est dégagé doucement. On en reparlera quand je reviendrai. Je t'appellerai de là-bas. Et puis il est parti. Comme ça. Il a pris sa valise et s'est dirigé vers le contrôle de sécurité sans se retourner une seule fois. Je suis resté là, planté au milieu du terminal, ma valise à mes pieds, tenant ses billets froissés dans ma main, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. L'hôtesse m'a touché l'épaule. « Mon chéri, tu vas bien? Tu veux que j'appelle quelqu'un ?» Je l'ai à peine entendu. Tout ce que je voyais, c'était le dos de mon père qui disparaissait dans la foule. Les premières heures ont été les plus dures. Je me suis assis sur un banc près des grandes baies vitrées,
d'où je pouvais voir les avions décoller. J'ai regardé celui de mon père partir. Ce vol pour les Maldives où j'étais censé être à bord. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais son téléphone était coupé, probablement parce qu'elle était déjà en Espagne. J'ai appelé ma grand-mère, mais elle ne répondait pas non plus. C'était un mardi matin. Elle devait être à son cours de yoga. J'avais 120 € en poche. À 14 ans, seul dans le plus grand aéroport de France, sans personne pour venir me chercher. Je me sentais tellement stupide d'avoir cru que cette fois serait différente, que mon père avait vraiment changé, qu'il me voulait vraiment avec lui. Vers 10 heures, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester assis là toute la journée. J'avais faim, j'avais soif et je devais trouver une solution. J'ai traîné ma valise jusqu'à un café, où j'ai acheté un sandwich et une bouteille d'eau. La serveuse m'a regardé bizarrement quand elle a vu que j'étais seul avec tous mes bagages, mais elle n'a rien dit. J'ai réessayé d'appeler ma mère toutes les heures. Rien. Ma grand-mère non plus ne répondait toujours pas. J'ai même essayé d'appeler mon père, mais évidemment, son téléphone était éteint. Il devait déjà être dans l'avion, sirotant du champagne en première classe, sans penser une seule seconde à son fils qu'il avait abandonné comme un vieux sac. L'après-midi est passé lentement. Je suis allé aux toilettes me laver le visage. Dans le miroir, j'ai vu un gamin pathétique avec des yeux rouges et des cheveux en bataille. Je me suis détesté pour avoir pleuré, pour être aussi faible. Puis je me suis détesté encore plus pour me détester, parce que ce n'était pas de ma faute. J'étais l'enfant. C'était lui, l'adulte qui était censé s'occuper de moi. Vers 16 heures, la panique a vraiment commencé à s'installer. Il faisait nuit à 19 heures en juillet, et je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas rester à l'aéroport toute la nuit. Ou peut-être que si, j'ai vu des gens dormir sur des bancs parfois. Mais pour 2 semaines, c'était impossible. C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai vu un policier passer près de moi, et quelque chose en moi s'est déclenché. Une colère que je ne connaissais pas. Une détermination. Mon père pensait pouvoir faire ça sans conséquence. Il pensait pouvoir m'abandonner et partir tranquillement en vacances de luxe. Non, pas cette fois. Je me suis approché du policier, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. « Monsieur l'agent ?» Ma voix était à peine audible. Il s'est retourné, un homme d'une 50aine d'années avec un regard bienveillant. « Oui, jeune homme ?»« J'ai besoin d'aide. » Mon père m'a abandonné ici ce matin. Il est parti en vacances aux Maldives et m'a laissé seul à l'aéroport. L'expression du policier a changé immédiatement. « Quoi? Tu es seul depuis ce matin? »« Quel âge as-tu? » 14 ans. Il a immédiatement appelé quelqu'un sur sa radio. En moins de 5 minutes, 2 autres policiers sont arrivés, ainsi qu'une femme en civil qui s'est présentée comme une travailleuse sociale. Ils m'ont emmené dans un bureau, m'ont donné de l'eau et des biscuits, et m'ont posé plein de questions. À quelle heure mon père était parti? Sur quel vol? Pourquoi il avait fait ça? Où était ma mère? J'ai tout raconté. Les promesses, l'excitation, l'humiliation au comptoir, les billets froissés, le dos de mon père qui s'éloignait. Plus je parlais, plus je voyais la colère grandir sur leur visage. Pas contre moi, contre lui. C'est de l'abandon de mineur, a dit l'un des policiers. C'est un délit grave. La travailleuse sociale a hoché la tête. Nous allons contacter ta mère immédiatement. Et nous allons également localiser ton père. Ils ont réussi à joindre ma mère via l'ambassade française en Espagne. J'ai entendu ses cris à travers le téléphone même si je n'étais pas à proximité. Elle était hystérique. Elle a dit qu'elle prenait le premier avion pour rentrer, qu'elle allait tuer mon père, qu'elle ne pouvait pas croire qu'il avait fait ça. Pendant ce temps, les policiers ont contacté les autorités aux Maldives. Mon père était descendu dans un resort ultra luxueux, le genre d'endroit où une nuit coûte plus de 1 000 €. Ils ont envoyé des photos pour confirmer son identité, et effectivement, c'était bien lui. Sur les photos de surveillance de l'hôtel, on le voyait au bar de la plage. Un cocktail à la main, l'air parfaitement détendu et heureux. Quand la police locale l'a approché le lendemain matin, il a d'abord nié, puis il a essayé de dire que c'était un malentendu, que j'avais choisi de ne pas venir, que je préférais rester avec des amis. Mais les policiers français avaient déjà l'enregistrement des caméras de sécurité de l'aéroport. On me voyait clairement le supplier, m'accrocher à sa manche, pleurer. Impossible de nier. Le gouvernement maldivien l'a expulsé. Il a été mis dans le premier avion pour la France, escorté par des agents. Pendant ce temps, ma mère était revenue d'urgence et m'avait récupéré au commissariat où j'avais passé la nuit. Elle m'a serré tellement fort que je pouvais à peine respirer, et pour la première fois depuis des années, je l'ai sentie vraiment là, vraiment présente.
Quand mon père est arrivé en France 2 jours plus tard, il a été immédiatement placé en garde à vue. Ma mère a porté plainte pour abandon de mineur et mise en danger. L'affaire a été jugée 3 mois plus tard. Mon père a essayé de se justifier devant le juge. Il a parlé de pression professionnelle, d'une opportunité commerciale qu'il ne pouvait pas manquer, d'un moment d'égarement. Il a même dit qu'il pensait que je pourrais me débrouiller, que c'était pour m'apprendre l'indépendance. Le juge ne l'a pas laissé finir. « Monsieur Marchand, vous avez abandonné votre fils mineur dans un aéroport international. Vous lui aviez promis des vacances, vous l'avez amené jusqu'à l'aéroport avec ses valises, et vous l'avez laissé là comme un déchet. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est de la cruauté. C'est de l'égoïsme pathologique. Mon père a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, à une amende de 5 000 € et à un suivi psychologique obligatoire. Plus important encore, ma mère a obtenu la garde exclusive. Il avait un droit de visite supervisée 1 fois par mois, s'il le souhaitait. Les 3 premiers mois, il n'est pas venu une seule fois. L'histoire a fait le tour des médias locaux. Certains de mes camarades de classe l'ont vu. Pendant quelques semaines, j'étais le gamin abandonné à l'aéroport. C'était humiliant, mais en même temps, quelque chose en moi avait changé. J'avais appris que j'avais une voix, que je pouvais me défendre, que je n'avais pas à accepter d'être traité comme ça. Ma mère et moi avons commencé une thérapie ensemble. Elle s'est excusée de ne pas avoir vu à quel point mon père était toxique, de m'avoir laissé passer du temps avec lui sans vraiment vérifier comment ça se passait. Je pensais qu'au moins il t'aimait à sa façon, m'a-t-elle dit un jour, les larmes aux yeux. Je ne pensais jamais qu'il serait capable de quelque chose comme ça. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je vais avoir 18 ans. Mon père a essayé de reprendre contact il y a environ 1 an. Il m'a envoyé un long email où il s'excusait, où il disait avoir compris son erreur, où il parlait de thérapie et de changement. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Peut-être qu'un jour je serai prêt à lui parler de nouveau. Peut-être pas. Pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Ce qui s'est passé ce jour-là à l'aéroport m'a appris quelque chose de fondamental sur les gens. Parfois, ceux qui sont censés nous aimer le plus sont ceux qui nous font le plus de mal. Mais j'ai aussi appris que je n'étais pas obligé de l'accepter en silence. Parler à ce policier a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était aussi la plus importante. Ma mère me demande parfois si je regrette d'avoir parlé à la police, si je me sens coupable d'avoir causé tant de problèmes à mon père. Je lui réponds toujours la même chose. Non. Il a fait son choix ce matin-là quand il m'a tendu ses billets froissés et qu'il a tourné le dos. J'ai fait le mien quand j'ai décidé que je valais plus que ça, que je méritais mieux que d'être jeté comme un déchet. Les cicatrices sont toujours là. Parfois, quand je vois un père et son fils rire ensemble, quelque chose se serre dans ma poitrine. Parfois, je me demande ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je n'étais pas assez bien pour qu'il veuille passer du temps avec moi. Ma thérapeute me dit que ces questions sont normales, mais que la réponse n'a jamais été en moi. Le problème, c'était lui. Je commence l'université en septembre. Je vais étudier le droit. Peut-être que c'est à cause de ce qui m'est arrivé. Peut-être que je veux aider d'autres enfants qui se sentent impuissants face à des adultes qui abusent de leur pouvoir. Ma mère dit qu'elle est fière de moi et pour la première fois de ma vie, je suis fier de moi aussi. Cet aéroport, cet endroit où j'ai été abandonné, je l'évite quand je peux. Mais parfois, quand je dois y aller pour un voyage scolaire ou autre, je passe devant ce banc où je me suis assis ce jour-là. Je m'arrête quelques secondes. Je regarde ce gamin de 14 ans que j'étais, perdu et effrayé, et je lui dis silencieusement, « Tu t'en es sorti, tu es plus fort que tu ne le pensais, parce que c'est vrai. » Je m'en suis sorti. Et même si je porte encore les marques de cette trahison, même si je me méfie plus facilement des promesses maintenant, même si j'ai du mal à faire confiance aux gens, je sais une chose avec certitude, je ne laisserai jamais personne me traiter de cette façon à nouveau. Mon père pensait que j'allais me taire, que j'allais rentrer docilement à la maison et accepter son comportement comme j'avais accepté des années de négligence. Mais ce jour-là, dans ce terminal bondé, j'ai trouvé ma voie. Et une fois que vous trouvez votre voie, personne ne peut vous la reprendre.